Dans la préparation d'une grande fête en l'honneur d'un mariage, certaines choses sont immuables d'un siècle à l'autre. Il faut prévoir comment l'on va s'habiller, choisir la musique et prévenir les invités. Mais d'autres préparatifs ont bien changé, et c'est notamment le cas de la cuisine. Accueillie au château du Moulin, une demeure construite au XVe siècle à quelques kilomètres de Romorantin, l'historienne Fanny Kiffer et le chef Cédric Gajan nous donnent un aperçu du menu à la table de François Ier. Sans tomates ou pommes de terre, à l'époque encore inconnues, les cuisines royales avaient recours à des ingrédients particuliers pour tenir leur rang et contenter leurs hôtes. Les plats qui sont consommés dans les cours par les princes, par les classes sociales aisées, sont très riches en épices. Ces épices, elles viennent de loin, elles viennent des Indes, elles ont fait un très long voyage, elles sont très très chères. Pour vous donner peut-être une idée du prix de ces épices, il faut penser que Magellan a payé tout son voyage en bateau grâce à sa cargaison de clous de girofle. Les épices sont incontournables en ces temps de découverte de l'Amérique et de commerce intense avec l'Orient. Le clou de girofle, la muscade, le gingembre sont cuisinés à toutes les sauces et tout particulièrement à celles qui accompagnaient les plats servis lors de la fête d'Amboise. Un des succès de l'époque, c'est la sauce cameline et sa recette étonnante. Donc, la sauce cameline, c'est une sauce qu'on peut faire à base de vin rouge, de vin blanc ou de verjus, qui est un jus de raisin vert, juste après la cueillette. Donc, on va faire bouillir du verjus dans une casserole. C'est une recette relativement simple. Je vais l'aromatiser avec de la cannelle et on va laisser infuser le tout ensemble. Derrière, j'ai préparé un lait d'amande. Ce lait d'amande, je vais en rajouter dans ma sauce cameline une fois qu'il aura été fini, filtré. Et à la fin, nous ferons une liaison au pain, tout simplement. Ça donne une texture à la sauce, c'est pour épaissir la sauce. À l'époque, les gens prenaient le pain rassis ou légèrement toasté pour faire des liaisons de sauce. Bon, nous, on a de la chapelure, on va faire avec la chapelure. Tu vois, ça se lit là. Ça commence à être mignon. Ça commence à se devenir une belle texture. Du vin, des amandes, du pain, de la cannelle, un mélange étonnant pour les gourmets du XXIe siècle, mais tout à fait adapté au palais de l'époque. Le goût qui prédomine dans cette cuisine de la Renaissance, c'est un goût auquel on n'est plus tellement habitué aujourd'hui, c'est l'aigre doux. Donc les plats sont plutôt acides, à base de vinaigre, de sauce cameline comme on a vu tout à l'heure, de verjus, cette sauce cameline qui est préparée avec une base soit de vinaigre, soit de vin blanc, soit de verjus, soit d'association de ces ingrédients-là. Et donc cette base acide se retrouve dans pratiquement tous les plats. Une autre caractéristique de ces tables princières, c'est le goût pour le spectacle. C'est-à-dire qu'un banquet de la Renaissance, c'est avant tout le moyen pour le prince de montrer sa richesse, sa puissance. Il faut donc amuser les convives, amuser les ambassadeurs et pour cela, un exemple, la pâte de coing qui est très prisée à cette époque-là, qui s'appelle le cotognato en italien, cette pâte de coing, eh bien, on va la façonner en forme de poire, en forme de châtaigne, pour créer l'amusement, pour créer le divertissement lors des banquets. Ce sera donc un moyen de promouvoir également l'art de cour au moment où les représentants d'autres pays, les ambassadeurs, des princes avec lesquels on recherche une alliance éventuellement politique. Donc ça va être un moyen de leur montrer également la puissance et la richesse de la cour qui les héberge. C'est justement l'objectif avoué de François Ier à l'occasion de ses festivités de 1518. Une propagande gourmande. Le festin de 1518, utilisé par François Ier pour impressionner les Médicis et tous les ambassadeurs d'Europe, est un festin somptueux qui va coûter
pratiquement le prix d'un hôtel particulier à Tours à cette époque-là. Il faut dire que la fête va durer 15 jours. Il y a là une armée de maîtres-queux. On connaît le maître d'hôtel qui s'appelle Bienvenu, de Alpopin, de marmitons et de sauciers qui travaillent pour le roi. Malheureusement, on n'a pas les repas, on n'a pas les menus qui ont été consommés, mais les archives, la comptabilité du temps nous permet de voir l'importance réciproque de telle ou telle part du festin. On consomme énormément de viande, 25% du budget est consacré à la viande et à la volaille, il y a énormément de volailles. Il y a aussi des poissons d'eau douce, des écrevisses, et puis des fruits. Énormément de fruits, parce que le fruit, par exemple la mirabelle, toute nouvelle en Touraine, par exemple la prune royale, celle qu'on appellera plus tard la reine Claude, certaines poires aussi, qui sont vraiment typiques de la région, sont un moyen de démontrer son pouvoir. Et curieusement, les légumes, il y en a, mais les légumes comptent pour 2% du budget. Ce qui dit quand même ce qu'est la nature de cette alimentation. Un régime aussi riche que ceux qui l'adoptent et le proposent à leurs convives. Mais la diplomatie n'est pas le seul élément qui oriente ses choix gastronomiques. La Renaissance est l'époque de la redécouverte des savoirs antiques, latins ou grecs, et particulièrement d'une doctrine popularisée par le médecin Hippocrate, la théorie des humeurs. Et effectivement, l'on pensait que le corps humain était composé de 4 humeurs qui étaient opposées, contradictoires, donc l'humeur chaude, l'humeur froide, l'humeur humide et l'humeur sèche. Et donc, pour maintenir une bonne forme, il fallait consommer des aliments qui soient en adéquation avec ces humeurs. Et l'humeur qui était l'humeur de la bonne santé, de la jovialité, de la force, c'était bien entendu l'humeur chaude et l'humeur humide qui correspond aux viandes rouges. Et donc, effectivement, le gibier, que les princes chassaient, adoraient aller chasser, était consommé énormément lors des banquets, tandis que les légumes étaient très largement dédaignés, puisqu'ils étaient considérés comme étant froids et humides. Voilà. Lors de problèmes de santé, bien entendu, on changeait ces régimes pour compenser donc, ces humeurs. Voilà, donc en accompagnement des saignées, etc., on consommait donc plutôt des ingrédients froids ou des ingrédients secs pour rétablir donc l'équilibre de ces humeurs. Alors bien entendu, ce régime va poser quelques problèmes de santé réels. Je pense notamment à la goutte, qui va toucher massivement les princes, puisqu'à force de consommer du gibier, beaucoup de volailles en très grande quantité, très peu de légumes, eh bien entendu, ils vont avoir souvent, vers la fin de leur vie, des problèmes de goutte qui vont les handicaper fortement. Si cette théorie disparaîtra à la lumière des progrès de la médecine moderne, l'époque de la Renaissance laissera sa trace dans l'histoire de la cuisine. Que ce soit pour les célèbres prunes Reine Claude, du nom de la première épouse de François Ier, ou pour le cépage du Cour-Cheverny, introduit par le roi et aujourd'hui toujours apprécié des amateurs de vin et d'histoire.